Mais il y a une légende. Une légende qui prétend que celui ou celle qui harponne la vie, celui ou celle qui donne la mort à la baleine, si il a la malencontreuse idée de croiser le regard de celle qui est en train de mourir, eh bien, ce chasseur devient complètement fou. Ce conte est important pour moi parce que ça a été, de mon côté, la réappropriation de mon territoire, qui est en Côte-Nord. Cette île, ma petite ville, et puis avec tous les villages, Havre-Saint-Pierre, Rivière-Saint-Jean, t'as Magpie, des rivières, ensuite de ça, t'as Bécomo, t'as Pointe-à-Boisvert. Ça, c'était mon coin de pays qu'on voyageait beaucoup par la route. Et puis il y avait le fleuve qui demeurait toujours cette route qui était la première la grande route encore aujourd'hui pour l'accession au pays. Et vu qu'on était sur l'asphalte, ben, on regardait toujours la beauté du fleuve. Et un jour, quand j'ai décidé de devenir conteur, ben, je me disais, mais quoi raconter? Puis là, ben, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais tout est là. Le fleuve, c'est qu'est-ce qu'un goéland? D'où vient le goéland? Tu te poses des questions, hein, quand tu es conteur, tu te poses la question, ça t'ouvre sur une histoire incroyable. Qu'est-ce qu'un bateau? Après ça, des goélettes, des 3 mois. Ensuite, des îles, d'où viennent les îles? La vague, le swell, le sel de la mer. Alors, c'est toutes ces petites questions qui ouvraient sur de grandes aventures. Et moi, je suis parti avec mon crayon, écouter des gens, griffonner sur le papier et chercher des contes pour faire mon premier spectacle. Et je voulais que ce spectacle-là vienne de mon coin de pays. Alors, ça a été pour moi un voyage autant dans l'imaginaire, autant dans les histoires et entreprendre ma vie de conteur, dans ma paire de bottes, de marcher un chemin que je ne connaissais pas, et autant par le crayon, l'écoute et l'interprétation puis la découverte dans ce qui peut sembler, dans ce qui est le plus léger du monde, c'est-à-dire ici. Eh bien, il me faisait rentrer dans mon pays, mais d'une manière physique. Alors, ça a été important pour moi. C'est lui un peu, c'est un peu cette démarche-là qui m'a ramené chez nous, puis qui m'a dit « Hey, quel beau pays que t'as! » Fait que je le remercie beaucoup. Pourquoi ce conte est important à entendre et à raconter? C'est une bonne question. Ben, il est important parce que c'est un artefact d'un temps que des grands-parents, des arrière-arrière-grands-parents ont vécu. C'est aussi une manière de souligner ces héros qui s'embarquaient dans les continents pour aller faire une chasse, qui était quand même d'une gravité et puis d'un danger épouvantable, dans des conditions difficiles, c'est-à-dire, je sais pas moi, 40-50 gars par bateau qui partaient pendant 3 mois, qui revenaient, mais sur le continent avec une odeur incrustée d'huile et de fumée d'huile dans leur ADN, qui savaient pendant le voisinage, pendant 1 mois et demi que tu revenais de la chasse à la baleine. C'est pas nommé dans le conte, mais c'est imprégné dans la chasse à la baleine. Il y a plein de choses dans le non-dit que les gens sentent, que moi j'ai lu, que moi j'ai entendu. Alors le conte transcende ça, vient chercher une fibre sensible. On a de l'histoire, mais il y a tout le non-dit de l'histoire. Alors ça vient chercher cette fibre sensible de l'humain qui écoute. Alors, ça, j'aime beaucoup cette chose que transporte ce conte. Et pourquoi que c'est important aujourd'hui? Bien, après ça, on peut vraiment regarder d'une manière plus scientifique ou plus logique. C'est que les baleines, aujourd'hui,
sont mises à mal, c'est une espèce, beaucoup parmi d'entre elles sont une espèce menacée, voire même en voie de disparition. Et c'est des plus grands animaux, plus grands, plus gros que les dinosaures. Elles sont nos contemporaines, on a la chance de pouvoir vivre la poésie vivante. Parce qu'une baleine, c'est comme un feu de joie. Tu peux regarder un feu de joie, un feu d'artifice, il y a quelque chose qui monte en dedans de toi. Ben, je peux te garantir que la première baleine que tu vois, peu importe l'âge que tu as, ça te crée une émotion, des larmes, ça te crée un « wow », ça te crée un grand. Tu t'en vas dans le désert où ils n'ont même pas la télé, où ils n'ont peut-être même pas la radio, et tu leur dis dans leur langue le mot « baleine », dans le désert le plus profond, le plus sec. Et ils savent. Ils ont entendu parler. La baleine est parvenue jusqu'à leurs oreilles. Alors, c'est un animal, pour moi, fabuleux, comme tous les animaux de la Terre. C'est certain qu'il y a la prestance d'être grand, d'être gros. Mais c'est aussi un indicateur de la température, de la biosphère pour notre espèce. Parce que si les baleines viennent à disparaître, comme il y a des légendes amérindiennes qui disent que c'est la baleine qui nous a rêvé. On est le rêve des animaux. Alors, pour moi, si la baleine venait à disparaître, je me disais, ben, qui va rêver pour nous? Tu sais, on va se réveiller dans un cauchemar. Alors, pour moi, la baleine, entre autres, c'est un gage d'espoir. Puis, vu que je viens de la Côte-Nord, puis qu'on les voit depuis qu'on est tout petit, pendant qu'on pêchait la plie, puis qu'on pêchait des éperlans, c'était nos hirondelles du printemps, des hirondelles de 50 tonnes. Fait que j'ai aussi un rapport affectueux avec ces grandes hirondelles. Il est venu, ce conte, jusqu'à moi par défaut. J'étais dans ma démarche de réécrire mon bout de pays, le naufrage de Walker, Pointe aux Anglais, la création des îles, aller voir les pêcheurs sur le bout des quais, tendre l'oreille, alors qu'eux autres tendaient la perche. Et je voyais mes grandes hirondelles au mois de mai qui arrivaient au quai Monseigneur-Blanche, à peu près à 5-6 km. Là, tu vois des troupeaux de rorquals communs qui font leur grand souffle crinoline, tu sais. Et là, ça souffle pendant des heures et des heures, puis ils s'en vont, ils montent vers Tadoussac, entre autres, pour certaines. Et puis je me suis dit, ah, wow, la baleine. Oui, la baleine, mais quel bel animal. Fait que là, j'ai commencé à chercher dans ma démarche de recherche dans les livres, parce que les livres sont une source d'inspiration, une source de richesse. Fait que là, je trouvais des contes de baleines, mais tu sais, demi, trois quarts, ça allait par là, ça allait par là. Ah, il y avait une morale, alors je ne mets pas morale, tout. Et puis finalement, après avoir écumé bien des livres, puis avoir des encyclopédies, je me suis retrouvé le bec à l'eau. Puis là, je me suis dit, bon, ben c'est comme ça. Je me suis retroussé les manches, je vais l'écrire. Je vais l'écrire, moi, le conte, finalement. Celui que je trouve pas, je vais l'écrire. Alors j'ai commencé, c'est ça, à écrire finalement une chasse traditionnelle dans la plus pure des traditions. Ce conte qui ressemble à Moby Dick. Si vous écoutez Moby Dick, c'est Moby Dick. Mais si vous regardez des vieux films de chasse à la baleine, en noir et blanc, sur du film, c'est la même affaire. Donc, c'est une description de ce monde de chasseurs de bateaux et de baleiniers. Et la bascule, je l'ai trouvée dans un journal de bord, le journal de bord de Yves Pacalet, qui a été un des vulgarisateurs qui a accompagné Cousteau au fil de ses expéditions et de ses années. Et puis là, à un moment donné, je trouve dans le journal de bord de Yves Pacalet, qui est complètement écœuré, que là, il est dans l'Arctique, et puis là, les baleines sont mises à mal en disparition, et il est tellement écœuré, il se jette à l'eau et il se transforme en baleine. Et moi, c'est que mon personnage est rendu en haut du grand mât. Et là, je ne sais plus quoi faire avec. Je me dis, je le pitch à l'eau, il meurt, puis c'est fini, ça fait une histoire vraie.
Bon, mais c'est beau, mais hey, là, j'étais en trouble. Mon héros était... Je savais plus quoi le faire. Hey, là, je dormais plus. Hey, là, je cherchais, j'écumais. Et ce jour-là, j'ouvre le journal de bord de Paqualet. Et là, je vois ça. Et là, ça fait comme Archimède, Eureka. Je sautais sur mon lit. Je sautais dans l'appartement. J'ai descendu des marches en sautant. Je suis parti dans la rue en criant les bras dans les airs. J'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Alors, j'ai inspiré de Yves Paqualet. J'ai refait la finale. Et puis là, problème éthique, je suis là, faut que je dise à Yves Paqualet. Fait que là, je tombe sur Internet, je trouve le numéro de Yves Paqualet, je l'appelle, bonjour, monsieur Paqualet, je m'appelle Simon Gauthier, je suis un gars de la Côte-Nord, blablabla. Et finalement, est-ce que je peux m'inspirer? Il dit, oh oui, il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un CD quand il sera terminé. Ce que j'y ai fait. Alors, voilà comment le conte a versé dans la bascule. Fantastique. Si j'avais un mot pour qualifier ce conte, ce serait qualia. Surprenant, hein? Moi tout. Le qualia, c'est un mot que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Un de mes amis qui me l'a refilé. Tu sais, parce que les mots, hein, ça se refile en disant, hey, essaye ce mot-là, ou regarde le beau mot. Puis là, tu t'en vas voir la définition, il t'explique la définition. Oh, wow! Le qualia, c'est, par exemple, c'est si on parle d'une rose. Mais une rose, juste une rose. On dit juste, je te fais sentir le parfum. Peu importe où c'est que tu te trouves sur la planète Terre, en grande partie, ça devient le parfum de cette chose qui n'existe plus. Donc, pour moi, la chasse à la baleine, c'est cette chose qui n'existe plus. Mais qu'en la racontant, le qualia, finalement, c'est très personnel. C'est une expérience sensorielle que tu vis, une perception, des tressaillements par rapport à un événement et que tu ne pourras jamais traduire complètement à quelqu'un d'autre. Ça t'est totalement personnel. C'est ton privé. Tu peux raconter l'histoire à quelqu'un d'autre. Il peut avoir des frissons, mais il n'y aura jamais le frisson aussi creux que le jour où toi, tu as vécu cet événement. Alors, c'est pas vraiment partageable dans toute son entité. Et pour moi, la chasse à la baleine, comme tous les contes, sont un qualia. Ils sont chargés de quelque chose qui n'existe plus, mais que tu rapportes dans le présent et que les gens vivent un qualia, vivent un parfum de cette chose qui n'existe plus. Alors, ça me plaît beaucoup comme mot. Pourquoi conter aujourd'hui? Pourquoi que je suis devenu conteur? Ah, c'est à cause d'un qualia. Je pense que le monde est qualia. On s'en sortira pas, je pense qu'on peut le mettre dans la soupe à soir. C'est que... Ah, ben... Il y a quelque chose de très personnel par rapport à ça. Bon, premièrement, c'est que j'avais été voir mon premier conteur alors que je pensais m'emmerder. J'avais 20 ans, on faisait du Metallica, du Slayer. J'étais sur les fins de ma passe métal, quoi que je l'entretiens encore aujourd'hui. La distorsion dans le fond, Sepultura, ça y allait par là. Et il y a un de mes amis qui dit « Hey, on va aller voir un conteur. » Et on s'en va voir Michel Faubert, qui était au cabaret... sur la rue Saint-Laurent, et moi, je me dis, oh, là, on va s'ennuyer longtemps. Mais je vais y aller. Je suis intrigué, la curiosité. Fait que je m'installe dans la salle et j'ai passé la plus belle soirée de ma vie. Et j'ai vu des images en 3D, des images immensément jubilatoires, de la finesse dans les contes qui passaient d'un personnage à l'autre. Et j'ai eu le plus grand film, c'est-à-dire, hein, on dit souvent que l'imagination, c'est le plus grand théâtre du monde. Et ce soir-là, j'avais eu accès à cette salle de spectacle qu'on transporte toutes, chacun et chacune. Et je faisais de la poésie, je faisais de la musique. Puis j'avais trouvé. Je m'étais dit, hey, parce que j'avais eu le frisson, puis je m'étais dit, waouh, moi aussi, je veux transporter ça aux autres, ce monde incroyable, de les faire voyager assis sur une chaise.
Et c'est comme ça que le lendemain, j'étais dans les bibliothèques à chercher des contes. Et moi, étant donné, tu sais, que je suis de la génération Nintendo, je croyais que les fantômes, je croyais que les histoires de fées, que les contes, que les légendes, c'était fini. On était rendu moderne. Tu sais, là, écoute, il n'y en avait plus. Là, on avait fait passer un gros coup de balai, l'aspirateur, puis l'autre javel. Et puis là, on avait des belles tablettes en mélamine. Puis là, on allait mettre des affaires modernes dessus. Alors, je m'en vais à la bibliothèque de l'UQAM et là, je trouve des pans entiers complets de contes et de légendes. J'étais là, voyons, c'est quoi ça? J'avais comme trouvé la caverne d'Ali Baba. J'étais surpris et j'ai commencé à lire et à lire et à lire et à lire, à me constituer mon premier répertoire de contes traditionnels avant d'en arriver à retourner vers mon pays pour écrire mes contes et légendes de la Côte-Nord.